Pendant que j'étais à l'hôpital avec la jambe cassée après un accident de voiture, ma copine a posté des photos d'elle à une fête avec son ex. La légende disait « Enfin libre du roi du drame collant et de ses exigences constantes ». Nous étions ensemble depuis 4 ans. Je n'ai pas commenté. Ce matin, mon portable n'arrêtait pas de vibrer avec des messages désespérés d'elle et de ses parents, suppliant que je reconsidère. Je m'appelle Franck. J'ai 31 ans. Je n'avais jamais imaginé que je serais le mec assis seul dans un lit d'hôpital, faisant défiler les réseaux sociaux avec les larmes qui embuent l'écran. Mais c'est exactement où je suis. Et ce que je vois me fait sentir comme si j'avais été renversé 2 fois. Tout a commencé il y a 3 jours. Une voiture a surgi de nulle part et a grillé le feu rouge. Métal grinçant contre métal. Ma tête a frappé le verre. Je me souviens des sirènes. De l'odeur de caoutchouc brûlé. Puis, le noir. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital, avec une jambe plâtrée, des tubes dans le bras et une infirmière me disant que j'avais de la chance d'être vivant. Ma première pensée n'a pas été le soulagement. C'était Bérénice, ma copine depuis 4 ans. La femme à qui je prévoyais de demander en mariage ce Noël. D'une main tremblante, j'ai attrapé le portable, désespéré de voir son nom dans les appels manqués. Rien. Aucun appel, aucun message. Ma mère a dit qu'elle avait essayé d'appeler Bérénice pour moi, mais qu'elle n'avait pas répondu. J'ai passé des heures allongées, me convainquant qu'elle devait être occupée, ou peut-être trop émotionnellement ébranlée pour parler. Elle-même. Elle doit être inquiète, non? La deuxième nuit, je n'arrivais déjà plus à dormir. Chaque bip du moniteur cardiaque semblait être un décompte vers quelque tragédie. J'ai ouvert Instagram. Mon feed a explosé avec des photos de Bérénice dans une boîte bondée, dans les bras de son ex, Tyler. Le même idiot qui avait l'habitude d'envoyer des messages à l'aube avec un « Salut, tu manques » et qu'elle avait juré avoir bloqué il y a des années. Elle portait la robe rouge que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. La légende de la photo a retourné mon estomac, enfin libre du roi du drame collant et de ses exigences constantes. Ces mots ont brûlé mon cerveau. Elle souriait comme quelqu'un qui venait de sortir de prison. Mon esprit s'est effondré. J'ai entendu l'infirmière entrer et dire quelque chose, mais ces mots étaient distants, étouffés. Mes mains tremblaient tant que j'ai failli laisser tomber le portable. Mon cœur s'est emballé, et le moniteur cardiaque a commencé à biper plus vite. Elle avait vraiment rompu avec moi, sur un réseau social? Pendant que je suis allongé dans un lit d'hôpital, avec 4 ans de relation jetée comme si j'étais un vieux bibelot? Je ne sais pas combien de temps je suis resté à regarder ces photos. Les commentaires étaient encore pires. Ses copines se taguaient les unes les autres. Amie, tu es radieuse. Il était temps de te débarrasser de cette sangsue. Une d'elles a écrit, Tyler a toujours été meilleur pour toi de toute façon. J'ai eu envie de vomir. J'ai essayé d'appeler. Messagerie vocale. J'ai essayé encore. Rien. J'ai tapé un message. Tu es sérieuse? Tu ne peux pas simplement faire ça. Pas de réponse. À 4 heures du matin, j'étais encore éveillé. Ma jambe pulsait à chaque battement de cœur. J'ai pensé à toutes les nuits où nous avions rêvé ensemble de l'avenir. À la façon dont elle disait que j'étais le seul homme qu'elle avait vraiment aimé. Je me suis senti idiot. Pire, je me suis senti comme un fantôme hantant ma propre vie. L'infirmière a demandé si je voulais des analgésiques. J'ai dit que je voulais juste dormir. Mais la vérité, c'est que je pense que je ne pourrai plus jamais. J'ai décidé de ne pas répondre à sa publication. J'ai supprimé Instagram de mon portable. Mais le mal était fait. Des captures d'écran des photos de Bérénice se sont répandues dans les groupes d'amis communs comme un feu dans la paille sèche. Un ami de la fac, Samuel, m'a envoyé un message. Mec, qu'est-ce qui s'est passé bordel? Tu vas bien? Non. Je ne vais pas bien. Et je ne sais même pas comment répondre. J'ai passé le jour suivant à osciller entre des rêves induits par la morphine. À chaque fois, espérant me réveiller et découvrir que tout n'était qu'un cauchemar fiévreux. Mais la réalité me giflait encore plus fort. Vers 21 heures, mon portable a vibré. Un appel manqué de la mère de Bérénice. Puis un autre. Et puis, un message. Franck, s'il te plaît, appelle-moi. On doit parler. On doit parler. Parler de quoi? La femme avec qui je pensais me marier est là-bas en train de se frotter sur son ex pendant que je suis ici, avec des tiges métalliques dans la jambe. Puis sont arrivés les messages de Bérénice elle-même. De longs paragraphes. Désespéré. Je ne voulais pas dire ça. C'était stupide. J'étais saoul. Tyler m'a embrassé, mais ça ne signifiait rien. Pardonne-moi. S'il te plaît, réponds-moi juste. S'il te plaît. J'ai laissé tomber le portable sur la couverture. Ma tête tournait.
Je n'arrivais pas à penser clairement. J'ai essayé de respirer profondément, mais chaque modèle serrait encore plus ma poitrine. Je me suis souvenu de la légende. Enfin libre. Ce n'était pas un accident. On n'écrit pas quelque chose comme ça sans le vouloir. On ne sourit pas de cette façon si on est misérable. Le matin suivant, le portable a commencé à vibrer dès l'aube. Il tremblait sur la table de chevet comme s'il était vivant. Numéro de Bérénice. De ses parents. De sa sœur. Même de Tyler. Mec, parlons d'homme à homme. J'ai failli jeter le portable contre le mur. L'hôpital semblait rétrécir à chaque heure. Les murs se refermaient. L'horloge traînait. Je ne pouvais plus échapper au fait que tout le monde savait. Nos voisins, mes amis, mes collègues de travail, tous avaient vu la publication. Ma mère a essayé de me consoler. Elle dit que Bérénice a probablement agi par choc, qu'elle est jeune, que les gens font des erreurs, mais sa voix vacille quand elle dit ça. Je ne veux pas de consolation. Je veux des réponses. Mon meilleur ami, Samuel, est arrivé avec des fleurs. Il a regardé autour comme s'il s'attendait à voir Bérénice là. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai cru qu'il allait se casser une dent. Il a dit, « Tu sais que tu ne peux pas retourner avec elle, hein ?» J'ai fixé le plafond. La lumière blanche fluorescente brûlant mes yeux. Je n'ai pas répondu. Elle t'a montré qui elle est vraiment, crois-la. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je tombais en spirale. M'enfonçant dans des souvenirs d'années. Dimanche paresseux, riant jusqu'aux larmes avec de mauvais films. Chuchotant « Je t'aime » à demi endormi. Maintenant tout semble du poison, mais je n'arrive pas à arrêter de me souvenir. J'ai rappelé la mère de Bérénice. Sa voix était frénétique. Elle a dit que Bérénice était inconsolable, qu'elle avait pleuré pendant des heures, que Tyler ne signifiait rien, qu'elle s'était sentie perdue après mon accident et avait commis une erreur. Elle a dit que Bérénice m'aimait plus que tout. J'ai demandé si elle m'aimait tant que ça, pourquoi s'était-elle sentie libre? Silence. Puis, des sanglots au fond. Je pense que c'est Bérénice elle-même. J'entends sa voix faillir. Franck, s'il te plaît. S'il te plaît, parlons. Je t'aime. Pardonne-moi. J'ai raccroché. Les infirmières chuchotent quand elles pensent que je n'entends pas, c'est ce mec que sa copine a humilié en ligne. Pauvre type. Je ne suis plus Franck, le développeur logiciel. Je suis Franck, le cas de pitié. La leçon de morale de l'hôpital. Tard dans la nuit, je me retrouve à écrire un message à Bérénice. Je ne peux pas. Je ne peux pas oublier ce que tu as posté. Je ne peux pas ne pas entendre le rire de tes copines. Je ne peux plus te faire confiance. Mais je n'en vois pas. Je le laisse là dans les brouillons, parce qu'une partie de moi, Dieu m'aide, espère encore qu'elle apparaisse dans ma chambre, le visage mouillé de larmes, m'embrasse et dise que tout ira bien. Cet espoir me dégoûte presque autant que ce qu'elle a fait. Le lendemain, j'ai eu ma sortie. Ma mère m'emmène en fauteuil roulant jusqu'à la voiture. Je regarde chaque visage dans le hall, espérant, peut-être, que Bérénice surgisse de quelque coin, repentante. Elle n'est pas là. Le trajet en voiture jusqu'à la maison est silencieux, sauf le bruit du gravier sous les pneus. Je suis à la maison. Mais ça ne ressemble pas à la maison. Tout me rappelle elle. Les pinces à cheveux sur la table de nuit, son parfum sur l'oreiller, sa tasse favorite dans la cuisine avec encore la marque de rouge à lèvres sur le bord. Je titube jusqu'au canapé et m'y enfonce. Ma jambe pulse. Mon cœur fait encore plus mal. J'ouvre Instagram à nouveau, même après avoir promis que je ne le ferai pas. Son compte a disparu. Supprimé. Ou peut-être m'a-t-elle bloqué. De toute façon, le vide pèse plus que la haine. Je reçois un message de sa sœur. Bérénice n'arrête pas de pleurer. Elle veut te voir. Je réponds seulement, non. Et j'éteins le portable. Plus tard dans la nuit, allongé dans le lit, je fixe le plafond. Mon esprit repasse chaque moment de notre relation. Les bons. Les mauvais. Les fissures que j'ai ignorées. La nuit où elle est rentrée tard avec des excuses faibles. Ce vieux message de Tyler, qu'elle avait juré ne rien signifier. Cette sensation gênante que je repoussais toujours sous le tapis. Maintenant, c'est tout ce à quoi je peux penser. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage. Souriant sur cette photo, penché sur Tyler comme si je n'avais jamais existé. Mon esprit tourne toujours autour de la même question. Comment a-t-elle pu faire ça? Nous avons passé des années ensemble. Nous avons tout partagé. Du moins, je le pensais. Je fais défiler la galerie du portable. Photos de voyage, vacances avec les familles, elle allongée sur mon épaule à côté de la cheminée le Noël dernier, chuchotant, j'ai hâte de passer toute ma vie avec toi.
Je fais défiler les photos de plus en plus vite, essayant de fuir les souvenirs. Mais chaque image coupe plus profondément. Chaque sourire semble maintenant faux. Je veux jeter le portable loin. Mais je ne le fais pas. Je reste juste à faire défiler, me torturant. À 3 heures du matin, j'abandonne et vais au canapé. Ma jambe est un poids mort. Je presse une poche de glace dessus jusqu'à ce que mes doigts s'engourdissent. J'entends ma mère marcher dans sa chambre. Probablement inquiète. Mais je ne veux pas parler. Je ne veux pas pleurer devant qui que ce soit. Je pense à appeler Bérénice. Je pense à lui dire combien je suis blessé. À supplier pour une explication. Mais alors je me souviens des commentaires sur cette publication. Je me souviens du mot « collant » résonnant comme une moquerie dans ma tête. Je jette le portable sur le canapé et le laisse vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le matin, le nombre de messages a doublé. Bérénice. Sa sœur. Sa mère. Même quelques-unes de ses copines. Les messages varient de « s'il te plaît, parle-lui ». Elle est dévastée. Ah, comment peux-tu disparaître comme ça avec quelqu'un que tu as aimé pendant des années? Une de ses copines va même jusqu'à me traiter de cruel pour ne pas donner à Bérénice une chance de s'excuser. Cruel. Moi? Le mec qui était dans un lit d'hôpital pendant que sa copine célébrait sa liberté avec son ex? Je ris sèchement. D'accord. Samuel est réapparu. Il a apporté de la nourriture et s'est assis à côté de moi, cherchant sur Netflix comme s'il était chez lui. Nous n'avons pas parlé de Bérénice pendant un moment. Il a juste fait des blagues idiotes sur les films, essayant de me faire rire. Et pendant un instant, j'ai presque ri. Au milieu d'un film de science-fiction, il a mis la télé en pause et m'a regardé. Tu sais qu'elle n'est désolée que parce qu'elle a été exposée, hein? J'ai hoché la tête lentement. Au fond de moi, je le savais depuis le moment où les messages ont commencé à arriver. Si personne n'avait réagi, si ça n'avait pas fait le buzz parmi nos connaissances, est-ce qu'elle aurait même essayé de me parler? Où serait-elle encore dans les bras de Tyler? Rien qu'à y penser, ma peau frissonne. Cet après-midi-là, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Je réponds sans réfléchir. La voix de Tyler me salue, basse et étrangement calme. Mec, je sais que c'est bizarre. Je voulais juste dire, je suis désolé pour tout ça. J'ai serré le portable si fort que mes articulations ont craqué. Désolé, il dit comme s'il m'avait bousculé au supermarché. Comme s'il n'avait pas aidé à faire exploser ma vie. Il a continué. Bérénice était très bouleversée par ton accident. Elle buvait. Nous buvions tous les deux. Les choses sont juste arrivées. Mais elle t'aime, mec. Tu devrais écouter ce qu'elle a à dire. J'ai raccroché avant de dire quelque chose dont je me repentirais. Mon pouls était un tambour dans mes oreilles. Je voulais crier, mais je suis juste resté là, fixant l'écran noir de la télé, voyant mon reflet, pâle, avec des cernes profonds, brisés. Cette nuit-là, Bérénice est apparue à ma porte. J'ai entendu les coups et je me suis figé. Ma mère regardait par la fenêtre et me fixe, les yeux écarquillés. C'est elle, chuchote-t-elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne réponds pas. Elle hésite, puis ouvre la porte. Bérénice était là, cheveux ébouriffés, yeux rouges gonflés. Elle portait mon vieux sweat. Elle le serrait comme s'il était un gilet de sauvetage. Franck, s'il te plaît, elle lâche entre des sanglots. Pardonne-moi. Je ne réfléchissais pas. J'ai eu peur. J'ai cru que tu allais mourir et j'ai paniqué. Elle fait un pas en avant, comme si elle allait m'embrasser, mais je recule. Les béquilles grincent sur le sol. Peur, je dis d'une voix basse et tremblante. Alors tu as couru dans les bras de ton ex et tu as annoncé au monde que tu étais heureuse de t'être débarrassée de moi. Les larmes coulent sur son visage. Elle couvre sa bouche, pleurant. Je ne voulais pas dire ça. J'étais saoul. Je ne veux pas Tyler. Je te veux toi. Je t'aime. Je secoue la tête. Ma vision se trouble. Tu voulais partir, Bérénice. Tu voulais être libre. Et tu l'as été, pour que tout le monde voie. Elle tombe à genoux dans mon entrée, pleurant si fort que ses épaules tremblent. Ma mère plane derrière elle, ne sachant pas si elle doit intervenir. Je sais qu'elle le veut, mais elle comprend que ce n'est pas le moment. Je ferme les yeux et respire profondément, difficilement. Je me souviens de toutes les fois où j'ai ignoré les signes. De chaque moment où mon intuition criait, et j'ai choisi de faire confiance. De quand elle disait qu'elle avait juste besoin d'espace, que j'étais trop intense. De chaque message suspect qu'elle jurait être innocent. Elle continue au sol, suppliant. Finalement, je lui dis de se lever. Elle se met debout, visage taché, yeux gonflés. Alors j'ai dit que j'avais besoin de temps. Que je ne pouvais pas gérer ça maintenant.
que je ne pouvais même pas la regarder sans entendre cette légende dans ma tête. Elle se sentait comme une enfant qu'on gronde. J'attendrai. Je ferai tout ce qu'il faut. Je t'aime tellement. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je n'ai pas répondu. J'ai tourné le dos et suis allé en boitant jusqu'au canapé. Ma mère l'a accompagnée jusqu'à la porte, avec délicatesse. La porte s'est fermée avec un clic doux, mais qui sonne comme un fracas. Les 4 jours suivants, elle envoyait des messages comme une horloge. Des audios. Des emails. Des textes longs, comme s'ils étaient des pages d'un journal. Tous disent la même chose. Pardonne-moi. Je t'aime. C'était une erreur. S'il te plaît, parle-moi. Je ne réponds pas. Mais je lis tous. Chacun d'eux est comme une aiguille s'enfonçant sous mes ongles. Certaines nuits, je réponds presque. Presque. Mais alors j'entends la voix de Samuel dans ma tête. Elle t'a montré qui elle est. J'ai commencé une thérapie. Le médecin dit que j'ai un trouble de stress post-traumatique à cause de l'accident. Mais je sais, les pires blessures n'ont pas été causées par l'impact. Elles ont été causées par elle. 2 semaines sont passées. Ma jambe a commencé à se rétablir. Les hématomes disparaissent. Mais à l'intérieur, je me sens pourrir. Chaque souvenir d'elle brûle comme de l'acide dans les veines. Alors, un matin, j'ai trouvé un colis à la porte. Une petite boîte. À l'intérieur, la clé de mon appartement. La même que j'avais donnée à Bérénice quand nous avions décidé de vivre ensemble. Il y a un mot. Je ne te mérite pas. Je te laisse partir. Je t'aimerai toujours. Je me suis assis sur l'escalier, avec la clé pendant entre mes doigts. Ma poitrine semble plus légère, et plus lourde en même temps. J'ai appelé Samuel. Il est arrivé en quelques minutes. Il a lu le mot et m'a embrassé ensuite. Il n'a pas dit un mot. Il est juste resté là avec moi jusqu'au coucher du soleil. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois en semaine. Un sommeil profond. Sans rêve. Le lendemain matin, mon portable a vibré. Un numéro inconnu. Une voix féminine, étrange. Franck, je pense que tu dois savoir. Bérénice n'est pas qui tu penses qu'elle est. Mon cœur chute. J'ai serré le portable jusqu'à ce que les doigts me fassent mal. Qui parle? Ma voix faillit, comme si j'avais avalé des éclats de verre. La femme soupire de l'autre côté. Je m'appelle Aline. J'étais la copine de Tyler. Ou, je pensais l'être, jusqu'à voir ces photos de lui avec Bérénice. Je sens comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Ma bouche s'ouvre, mais aucun mot ne sort. J'entends sa respiration, irrégulière, de l'autre côté de la ligne. Elle continue, avec une voix rauque. Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas fou. Tyler et Bérénice, ce n'était pas une erreur d'une nuit. Ils se voient depuis des mois. Elle disait que tu étais contrôlant. Obsessionnel. Elle lui a fait croire que j'étais la raison pour laquelle elle se sentait piégée. Je l'ai découvert seulement parce qu'une amie m'a envoyé les photos. Ces mots m'ont frappé comme si c'était un second accident de voiture. J'ai porté la main à ma poitrine, sentant mon cœur battre comme s'il voulait déchirer mes côtes de l'intérieur. Ce n'était pas un dérapage. C'était une trahison lente, préméditée. Une vie secrète dans mon dos. J'entends Aline commencer à pleurer doucement. Je suis désolé, elle chuchote. Je pensais juste que tu méritais de connaître la vérité. Il m'a aussi menti. Je remercie, même si le mot a un goût de rouille dans la bouche. Nous raccrocions. J'ai laissé tomber le portable sur mes genoux. La chambre semble trop petite. Les murs me serrent. Je respire profondément et tremblant, essayant de contenir la nausée qui monte dans ma gorge. Après cet appel, les jours sont devenus flous. Je flotte entre le canapé et le lit, fixant le plafond blanc. Chaque moment de notre relation se rejoue maintenant sous une lumière plus laide. Chaque message de minuit qu'elle disait être juste d'une amie. Chaque fois qu'elle m'appelait paranoïaque. Chaque dispute qui finissait par elle me faisant douter de ma propre sanité. Samuel vient tous les jours maintenant. Il s'assure que je mange. Que je ne me perds pas trop dans mes pensées. Parfois je pense qu'il est la seule chose qui me maintient hors de l'obscurité. Bérénice continue à envoyer des messages. Elle appelle. Elle supplie. Mais quelque chose en moi s'est brisé. Cette urgence dans ses mots sonne maintenant vide, comme quelqu'un qui ne regrette pas ce qu'elle a fait, seulement d'avoir été prise. Une nuit, j'entends la sonnette. J'ai marché jusqu'à la porte avec mes béquilles. Je regarde par le Judas, Bérénice. Cheveux arrangés, maquillage parfait, comme si elle voulait remonter le temps. Je pense à ne pas ouvrir. Mais une partie de moi veut voir son visage quand je lui dirai ce que je sais. J'ouvre.
Elle me regarde avec des yeux écarquillés et pleins de larmes. Franck, tu me manques tellement. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. J'ai besoin de toi. Je reste silencieux. Elle fait un pas en avant, essayant de prendre ma main. Je recule. Elle se fige. Les larmes coulent. J'ai parlé avec Aline, je dis, d'une voix basse. Son visage perd toute couleur. Elle chancelle, comme si elle allait s'évanouir. Je peux voir la panique fleurir dans ses yeux. Elle secoue la tête violemment, les cheveux fouettant l'air. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas vrai. Elle ment. Elle me déteste. Tyler me déteste. Ils essaient de nous séparer. Je l'interromps. Ma voix sort plus ferme que jamais. Il n'y a plus de nous. Tu as fini ça à l'instant où tu as couru vers lui. À l'instant où tu as dit au monde que tu étais heureuse de te débarrasser de moi. N'ose pas prétendre que tu es la victime. Elle ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Je vois la réalisation s'enfoncer dans son visage comme une vague lourde. Elle essaie encore une fois. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. Pardonne-moi. Je ne le veux pas. Je te veux toi. Je la coupe. Tu voulais la liberté. Tu l'as obtenue. Maintenant pars. Elle s'effondre. Elle tombe sur la véranda de la maison, pleurant avec tant de désespoir que son corps tremble. J'ai fermé la porte. Ses pleurs deviennent un bruit étouffé par le bois. Mes mains tremblaient pendant que je verrouillais la serrure. Ma poitrine se soulève, mais pas de tristesse. De soulagement. Dans les semaines suivantes, j'ai bloqué son numéro, celui de la famille, même celui de Tyler quand il a essayé de me joindre. J'ai supprimé chaque photo, chaque message, chaque trace d'elle de ma vie. J'ai commencé la kinésithérapie. Chaque pas avec la jambe qui guérit est comme récupérer un morceau de moi qu'elle a essayé de briser. Samuel m'a aidé à emballer ses affaires. Nous avons tout rangé, chaque chemise, chaque collier, chaque souvenir idiot. J'ai amené le tout chez ses parents avec un mot. Ne me cherchez plus. Mais guérir n'est pas une ligne droite. Certaines nuits je me réveille en sueur, l'esprit répétant cette légende. Enfin libre. D'autres fois, je rêve qu'elle est revenue. Que nous rions à nouveau. Que rien ne s'est passé. Ce sont les pires matins. Ceux où je dois me rappeler pourquoi elle est partie. Ma thérapeute m'aide à voir les patterns que j'ai ignorés. La manipulation émotionnelle. Le contrôle déguisé en affection. La manipulation subtile. Petit à petit, je me reconstruis. Un mois plus tard, je suis sorti de chez moi pour la première fois sans les béquilles. Le soleil a touché mon visage. Le vent sent l'été. J'ai marché jusqu'au bout du pâté de maison. Chaque pas était une petite victoire. Mon portable a vibré dans ma poche. Numéro inconnu. J'ai répondu, hésitant. Franck, c'est Aline. Je voulais juste savoir comment tu vas. J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. Nous avons parlé pendant une demi-heure. Elle m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie aussi. Qu'elle guérissait. Nous avons ri de combien tout cela était insensé. Nous avons prévu de nous rencontrer. Pas un rendez-vous amoureux. Juste deux survivants essayant de trouver un terrain stable. Quelques nuits plus tard, je suis sur le canapé, jambes étendues, une bière à la main. Samuel à côté de moi, se plaignant de quelques télé-réalités idiotes. Je me suis surpris à rire jusqu'aux larmes. Mais cette fois, les larmes n'étaient pas de douleur. Ma mère observait, me voit sourire, et son visage s'adoucit complètement. Elle chuchote. Je suis fier de toi. Je hoche juste la tête. Parce que moi aussi je suis fier de moi. Parfois, je me demande encore pourquoi. Pourquoi Bérénice a fait ça? Pourquoi elle a choisi de trahir au lieu d'être honnête? Pourquoi elle m'a fait croire que c'était pour toujours, pendant qu'elle planifiait une fuite? Mais je réalise que ces questions n'importent plus. Ce qui importe, c'est que je suis ici. Toujours en train de respirer, toujours debout, toujours en train de lutter. Et pour la première fois depuis des mois, cela semble être suffisant. 2 semaines se sont écoulées depuis la conversation avec Aline, et j'ai commencé à remarquer des choses que je ne voyais pas avant. Comme ma maison était plus silencieuse, mais ce n'était pas un silence lourd, chargé de tension. C'était un silence propre. Sans le bruit constant de mon portable qui vibrait avec des messages passifs-agressifs de Bérénice. Sans cette sensation d'être toujours en train de marcher sur des œufs, essayant de ne pas dire la mauvaise chose qui déclencherait une dispute qui durerait des jours. J'étais en train d'organiser le bureau quand j'ai trouvé un carnet que j'avais complètement oublié. C'était un journal que j'avais commencé à écrire au début de notre relation, quand je pensais encore que documenter nos moments ensemble serait romantique. J'ai feuilleté les pages, et c'était comme regarder la vie d'une autre personne.
Les premières entrées étaient pleines d'euphorie adolescente, même si j'avais 27 ans à l'époque. Bérénice a fait un gâteau au chocolat aujourd'hui juste parce que j'avais mentionné que j'en avais envie. Elle est parfaite. Nous avons passé tout l'après-midi au lit, parlant de nos rêves. Elle veut voyager dans le monde entier avec moi. Mais au fur et à mesure que les pages avançaient, le ton changeait subtilement. Bérénice était contrariée parce que j'ai oublié d'appeler à l'heure du déjeuner. Elle a dit que je ne me soucie pas d'elle. J'ai promis que je n'oublierai plus. Elle n'a pas aimé que je sorte avec les gens du travail hier. Elle a dit que je choisis toujours les autres plutôt qu'elle. Peut-être qu'elle a raison. Bérénice a pleuré parce que je n'ai pas remarqué qu'elle avait coupé ses cheveux. Elle a raison, je devrais faire plus attention à elle. Page après page, je documentais ma propre érosion. Chaque excuse que je demandais pour des choses qui n'étaient pas ma faute. Chaque promesse d'être meilleur que je faisais. Chaque morceau de moi-même que je sacrifiais sur l'autel de la relation parfaite. Et le plus troublant, je pensais que j'étais un petit ami merveilleux. Je pensais que c'était ça, l'amour. Je me souviens d'une entrée spécifique, écrite il y a environ 1 an. Bérénice a dit que j'étais trop intense, qu'elle avait besoin d'espace pour respirer. Je vais essayer de lui donner plus de liberté. Peut-être que je suis vraiment possessif comme elle le dit. Maintenant, en relisant ces mots, je peux voir ce qui se passait vraiment. Elle créait de l'espace pour Tyler. De l'espace pour me trahir. Et moi, comme un idiot, je facilitais tout. J'ai fermé le carnet avec force. Ma main tremblait, non pas de tristesse, mais d'une colère pure que je ne savais pas qu'elle existait encore en moi. Combien d'hommes ont vécu cela? Combien d'entre nous ont été entraînés à croire que questionner le comportement suspect de nos partenaires nous rend insécures, toxiques? Combien d'entre nous ont avalé nos propres intuitions pour maintenir la paix? J'ai jeté le carnet à la poubelle. Je n'avais plus besoin de ces souvenirs manipulés. Je n'avais plus besoin de porter le poids de la culpabilité pour une relation qui était vouée à l'échec depuis le moment où elle avait décidé que j'étais jetable. Samuel est apparu cet après-midi-là, comme il le faisait toujours les mardis depuis l'accident. Il a apporté une pizza et cette énergie irritante et positive que j'adorais secrètement. Mais cette fois, quelque chose était différent sur son visage. Il semblait nerveux, jouant avec la boîte de pizza sans vraiment manger. « Franck, dit-il finalement, je dois te dire quelque chose. Mon estomac s'est contracté. Ces derniers mois, chaque fois que quelqu'un disait ces mots, ma vie basculait. Qu'est-ce qu'il y a, demandai-je, essayant de paraître décontracté, mais ma voix était tendue. Samuel soupira. J'ai vu Bérénice hier. Au centre commercial. J'ai attendu qu'il continue, mais il regardait juste ses propres mains. Et, j'ai insisté. Elle était avec Tyler, dit-il rapidement, comme s'il voulait cracher les mots avant de perdre courage. Et il choisissait des alliances. Le monde s'est arrêté. Littéralement arrêté. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles, un tambour sourd et hypnotique. Des alliances. Elle choisissait des alliances avec l'homme avec qui elle m'avait trahi. Moins de 2 mois après avoir terminé une relation de 4 ans avec moi. Tu es sûr, demandai-je, bien que je sache que Samuel ne mentirait jamais sur quelque chose comme ça. Il hocha la tête. Ils avaient l'air heureux, mec. Elle souriait comme je ne l'ai jamais vue sourire quand elle était avec toi. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Plus heureuse. Elle était plus heureuse avec lui qu'elle ne l'avait jamais été avec moi. Toutes ces larmes désespérées à ma porte, toute cette mise en scène de repentir, c'était juste parce qu'elle avait été prise. Pas parce qu'elle avait perdu l'amour de sa vie, mais parce qu'elle avait perdu son filet de sécurité pendant qu'elle construisait une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Je suis désolé, Franck, continua Samuel. Je ne savais pas si je devais te le dire, mais j'ai pensé que tu méritais de savoir. Je l'ai remercié, mais j'arrivais à peine à former des mots. Mon esprit traitait les informations comme un ordinateur avec un virus, se figeant et redémarrant constamment. Alliance. 2 mois. Sourire que je n'ai jamais vu. Cette nuit-là, après le départ de Samuel, je me suis assis dans l'obscurité du salon. Je n'ai pas allumé les lumières, je n'ai pas allumé la télé. Je me suis juste assis là, laissant la colère se transformer en quelque chose de plus froid, de plus calculé. Ce n'était plus à propos du fait qu'elle m'ait trahi. C'était à propos du fait qu'elle ait essayé de me faire croire que j'étais le problème. C'était à propos du fait qu'elle ait essayé de me faire sentir coupable de ne pas lui pardonner, alors que tout ce temps elle planifiait déjà son avenir avec l'homme qui m'avait remplacé. J'ai pris mon portable et j'ai fait quelque chose que j'avais juré de ne jamais faire, j'ai cherché le profil Tyler sur Instagram. Il avait supprimé les photos avec Bérénice des premières semaines, probablement à sa demande pour garder les apparences. Mais il y avait une nouvelle photo, postée hier. C'était juste une main masculine tenant une main féminine, toutes deux portant des alliances simples en or. La légende disait, quand tu sais, tu sais.
Les commentaires étaient nauséabonds. Les amis des deux célébraient comme si c'était l'histoire d'amour du siècle. Vous êtes parfaits ensemble. Enfin. Le vrai amour gagne toujours. Vrai amour. Ils appelaient ça le vrai amour. Une trahison qui avait détruit 2 relations, des mensonges qui avaient duré des mois, une manipulation émotionnelle qui m'avait presque mené à l'effondrement mental. Pour eux, c'était un conte de fées. Mais ce qui m'a le plus dérangé, ce n'étaient pas les commentaires des amis. C'était un commentaire de Bérénice elle-même, écrit sur le compte qu'elle avait évidemment créé pour remplacer celui qu'elle avait supprimé. Merci de m'avoir appris ce qu'est aimer vraiment. Aimer vraiment. Comme si tout ce que nous avions vécu ensemble était un mensonge. Comme si 4 ans de ma vie n'étaient qu'un brouillon mal fait de son histoire d'amour. Comme si j'étais juste un obstacle qu'elle avait dû surmonter pour arriver à sa vraie destination. J'ai jeté le portable sur le canapé et j'ai marché jusqu'à la cuisine. J'ai ouvert le frigo, pris une bière, et je suis resté là, regardant les aimants sur la porte. Il y en avait un de notre voyage à la plage l'année dernière, quand elle avait dit que c'était le week-end le plus parfait de sa vie. Il y en avait un autre d'un restaurant où nous avions célébré notre 3e anniversaire, quand elle avait pleuré de bonheur en disant qu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait être si heureuse. J'ai arraché tous les aimants d'un coup et je les ai jetés à la poubelle. Le bruit métallique a résonné dans la cuisine comme des applaudissements sarcastiques. Je suis retourné au salon et j'ai appelé ma thérapeute. J'ai laissé un message sur le répondeur demandant une session d'urgence. Parce que, pour la première fois depuis l'accident, je sentais vraiment que je pourrais faire quelque chose dont je me repentirais. Pas contre elle, elle ne valait même plus ma colère. Mais contre moi-même. Parce que l'humiliation était si intense, la sensation d'avoir été utilisée était si forte, que je voulais disparaître. Comment avait-elle réussi? Comment avait-elle réussi à me faire croire que j'étais fou, que j'étais le problème, que j'imaginais des choses? Comment avait-elle réussi à pleurer à ma porte, implorant le pardon, alors qu'elle avait déjà choisi des alliances avec un autre homme? Comment quelqu'un peut-il être si calculateur, si cruel, et quand même se convaincre qu'elle est l'héroïne de sa propre histoire? Et la question qui me tourmentait le plus, combien d'autres personnes elle avait fait ça? Combien d'autres Franck existent là-bas, se demandant s'ils étaient vraiment aussi mauvais qu'elle disait qu'ils étaient? Mon portable a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Franck, c'est Aline. J'ai vu que tu as visualisé l'histoire de Tyler sur Instagram. Tu vas bien? Même Aline le savait. Bien sûr qu'elle savait. Probablement tout le monde savait, sauf moi. L'ex-petit ami idiot qui se remettait encore de l'accident, pendant que la vie continuait sans lui. J'ai tapé en retour, ça va. Je traite juste à quel point j'étais stupide. Sa réponse est arrivée rapidement, tu n'étais pas stupide. Tu as fait confiance. C'est différent. Mais ça ne semblait pas différent. Il me semblait que j'étais un idiot naïf qui avait cru chaque mensonge, qui avait avalé chaque manipulation, qui s'était laissé modeler en quelqu'un que je ne reconnais même plus quand je lis mon propre journal. La thérapeute m'a rappelé 1 heure plus tard. Même s'il était presque minuit, elle a dit qu'elle pourrait me recevoir par téléphone. Je lui ai parlé des alliances, de la sensation d'avoir été complètement trompé, de comment je me sentais comme un complet idiot. Franck, dit-elle avec cette voix calme qui m'irritait et me consolait en même temps, tu appliques des standards d'honnêteté et de décence à quelqu'un qui ne fonctionne clairement pas avec les mêmes valeurs. Ça ne te rend pas naïf. Cela te rend humain. Mais j'aurais dû voir les signes, ai-je insisté. J'aurais dû. Aurais dû quoi? Aurais dû être plus méfiant? Plus contrôleur? Plus jaloux? Ce sont les mêmes choses pour lesquelles elle te critiquait, tu te souviens. Elle avait raison, et je détestais quand elle avait raison. Ce qu'elle a fait, continua-t-elle, c'était créer un système où tu ne pouvais pas gagner. Si tu questionnais son comportement, tu étais possessif. Si tu lui faisais confiance, tu étais naïf. C'est un jeu manipulateur classique. L'objectif n'a jamais été que tu t'améliores comme partenaire. L'objectif a toujours été de te garder déséquilibré pendant qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes, et quand j'ai raccroché, je me sentais un peu moins comme un idiot et un peu plus comme une victime. Et étrangement, être une victime semblait mieux qu'être un idiot. Au moins les victimes peuvent se remettre. Les idiots répètent juste les mêmes erreurs pour toujours. Mais ce qui m'a le plus dérangé dans cette conversation, c'est quand ma thérapeute a demandé, Franck, est-ce que tu regrettes vraiment elle? Ou est-ce que tu regrettes la personne que tu pensais qu'elle était? J'ai pensé à cette question pendant des heures. Et j'ai réalisé que depuis des semaines, peut-être des mois, je ne regrettais pas la vraie Bérénice. Je regrettais la version fantaisie que j'avais créée dans ma tête. La version qui m'aimait autant que je l'aimais. La version qui était honnête, loyale, gentille. La version qui n'avait jamais existé. La vraie Bérénice, celle qui pouvait me regarder dans les yeux et mentir sans ciller, celle qui pouvait me faire questionner ma propre santé mentale quand mes instincts criaient que quelque chose n'allait pas,
celle qui pouvait pleurer des larmes de crocodile à ma porte alors qu'elle planifiait déjà le mariage avec un autre homme, cette femme ne me manquait pas du tout. En fait, plus je pensais à la vraie Bérénice, plus je me sentais soulagé qu'elle soit sortie de ma vie. Mais ce soulagement était accompagné d'une sensation encore pire, la réalisation de combien de temps j'avais gaspillé. 4 ans. 4 années entières de ma vie dédiées à quelqu'un qui me voyait comme un obstacle à son bonheur. 4 ans à essayer d'être une meilleure version de moi-même pour quelqu'un qui avait déjà décidé que je ne serais jamais assez. 4 ans à construire un avenir avec quelqu'un qui construisait secrètement un avenir différent dans mon dos. Et ce qui me révoltait le plus, c'était de penser à toutes les opportunités que j'avais perdues à cause d'elle. Combien de fois j'avais refusé des invitations d'amis parce qu'elle faisait la moue? Combien de loisirs j'avais abandonnés parce qu'elle trouvait ça perte de temps? Combien de décisions de carrière j'avais modifiées parce qu'elle trouvait qu'elle n'était pas assez ambitieuse? Combien de fois j'avais choisi le film, le restaurant, le voyage basé sur ce qu'elle voulait, jusqu'à oublier complètement ce que moi je voulais. Je me souviens d'une situation spécifique qui m'a particulièrement nauséé en y repensant. Il y a 2 ans, j'avais reçu une proposition pour travailler dans une start-up prometteuse à Sao Paulo. Le salaire était plus bas, mais les opportunités de croissance étaient énormes, et ce serait exactement le type de défi que j'avais toujours voulu. Bérénice avait fait un scandale épique. Elle avait pleuré, crié, dit que j'étais égoïste de vouloir jeter notre stabilité pour un rêve infantile. Elle avait dit que si je l'aimais vraiment, je ne considérerais même pas nous séparer même temporairement. J'avais refusé la proposition. Et ces 2 dernières années, j'avais suivi par Internet comment cette start-up était devenue une licorne, comment les premiers employés étaient devenus millionnaires, comment ma vie aurait pu être complètement différente. Mais à l'époque, je pensais être mature, responsable, priorisant notre relation. Maintenant je réalise que Bérénice ne s'inquiétait pas de notre stabilité. Elle s'inquiétait de perdre le contrôle sur moi. Si j'allais à Sao Paulo, loin de son influence, peut-être découvrirais-je qui j'étais vraiment sans ses critiques et manipulations constantes. Peut-être trouverais-je quelqu'un qui m'apprécierait. Peut-être réaliserais-je que je méritais mieux. Alors elle m'a gardé prisonnier. Et pendant qu'elle me gardait prisonnier, elle cultivait secrètement son plan d'évasion avec Tyler. L'hypocrisie était si absurde qu'elle en devenait comique. Elle pouvait planifier une vie entière avec un autre homme, mais moi je ne pouvais même pas considérer une opportunité de travail. Ma mère est apparue le matin suivant avec le petit déjeuner et cette expression inquiète qu'elle utilisait quand elle pensait que j'étais au bord d'un effondrement mental. Je lui ai parlé des alliances, de ma session de thérapie nocturne, de comment je me sentais. Mon fils, dit-elle, remuant le sucre dans le café avec plus de force que nécessaire, je n'ai jamais beaucoup aimé Bérénice. J'ai failli cracher le café. Quoi? Tu as toujours été super gentil avec elle. Être gentil est différent d'aimer, répondit-elle. Elle m'a toujours semblé calculatrice. Même quand vous étiez heureux, je sentais qu'elle était toujours en train de mesurer, toujours d'évaluer si tu étais utile pour elle. Et la façon dont elle parlait de toi quand tu n'étais pas là. Comment ça? Ma mère hésita. Elle trouvait toujours un moyen de te diminuer. Ah, Franck est un peu désorganisé. Franck ne comprend pas beaucoup l'argent. Franck est trop sensible parfois. Des petites choses, mais constantes. Comme si elle essayait toujours de me convaincre que tu n'étais pas si formidable. Cela m'a frappé comme un train. Bérénice minait ma réputation même avec ma propre mère. Pas de façon évidente, pas d'une manière que je puisse questionner sans paraître paranoïaque. Mais en plantant des graines. En construisant un récit où j'avais de la chance de l'avoir, et non l'inverse. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit avant, demandai-je. Parce que tu l'aimais, dit-elle simplement. Et parfois nous devons laisser les gens faire leurs propres erreurs pour qu'ils puissent apprendre. 4 ans n'était pas assez de temps pour apprendre? Elle sourit tristement. Certains d'entre nous ont besoin de se cogner la tête contre le mur plusieurs fois avant de réaliser que le mur ne va pas bouger. Nous avons passé le reste de la matinée à parler. Elle m'a parlé d'autres choses qu'elle avait remarquées au fil des années. Comme Bérénice arrivait toujours en retard aux réunions familiales, mais d'une façon qui semblait intentionnelle. Comme elle trouvait toujours quelque chose à critiquer dans la nourriture que ma mère préparait. Comme elle détournait toujours la conversation quand quelqu'un me complimentait, changeant de sujet ou faisant un commentaire qui diminuait ce qu'il venait de dire de positif sur moi. Elle t'isolait, Franck. Petit à petit, subtilement, mais elle le faisait. T'isolant des amis, de la famille, de toute source d'estime de soi qui ne dépendait pas de son approbation. Et elle le faisait vraiment. Combien de fois Bérénice ne se sentait pas bien justement quand j'avais des plans avec les amis? Combien de fois elle arrangeait une crise au moment exact où j'allais visiter mes parents? Combien de fois elle me faisait sentir coupable de vouloir passer du temps avec d'autres personnes qu'elle? C'était effrayant de penser comment j'avais été manipulé de façon si systématique, si calculée. Et le pire, comment j'avais participé activement à ma propre destruction, pensant que j'étais un bon petit ami.
Cet après-midi-là, Aline m'a appelé. Elle a dit qu'elle voulait me rencontrer en personne, qu'elle avait des choses à me montrer. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café au centre, un endroit neutre où aucun de nous n'avait de souvenirs douloureux. Quand je l'ai vue entrer dans le café, j'ai remarqué comme elle aussi semblait différente. Plus légère. Les épaules n'étaient pas tendues comme la première fois que nous avions parlé au téléphone. Les cheveux étaient différents, plus courts, plus modernes. Elle a souri quand elle m'a vu, un sourire genuin qui est arrivé jusqu'aux yeux. « Tu as meilleure mine », fut la première chose qu'elle dit quand elle s'assit. « Toi aussi. Les cheveux te vont bien. » Elle passa la main dans ses mèches. J'ai décidé qu'il était temps de changer certaines choses. En commençant par l'apparence. Nous avons parlé de banalité pendant quelques minutes. Comment allait la kinésithérapie, comment se passait la thérapie, comment nous gérions toute cette situation insensée. Mais j'ai remarqué qu'elle était nerveuse, jouant avec la bandoulière de son sac, évitant le contact visuel. « Aline, tu as dit que tu avais quelque chose à me montrer ?» Elle respira profondément et sortit son portable. « Je ne savais pas si je devais te montrer ça, mais... je pense que tu as besoin de savoir avec qui tu avais vraiment affaire. » Elle m'a montré l'écran. C'était une conversation WhatsApp entre elle et Tyler, d'il y a quelques mois. Pendant qu'elle faisait défiler les messages, mon estomac s'enfonçait de plus en plus. Tyler, Bérénice meurt d'envie de rompre avec lui, mais elle a peur de ne pas pouvoir se soutenir seule. Aline, pourquoi elle ne rompt pas une bonne fois? Tyler, elle veut être sûre que nous on va marcher avant. L'utiliser comme filet de sécurité pendant qu'elle teste les os avec moi. Aline, c'est horrible, Tyler. Vous devez dire la vérité à Frank. Tyler, elle dit qu'elle va rompre après les fêtes de fin d'année. Elle ne veut pas gâcher son Noël. Il y en avait plus. Beaucoup plus. Des conversations où Tyler décrivait en détail comment Bérénice se plaignait de moi. Comment elle disait que j'étais collant, sans ambition, émotionnellement immature. Comment elle riait des choses que je faisais pour lui plaire. Comment elle planifiait m'éduquer pour être moins dépendant émotionnellement. Il y en a plus, dit Aline, faisant défiler vers une autre conversation. Celle-ci est de janvier. Tyler, Bérénice s'inquiète. Elle dit que Frank soupçonne quelque chose. Aline, peut-être que c'est le moment d'arrêter ça. Tyler, elle va le faire se sentir fou de soupçonner. Elle dit qu'elle est experte en ça. Elle va faire une scène, pleurer, dire qu'il ne lui fait pas confiance, qu'il est paranoïaque. Je parie qu'il va s'excuser et oublier le sujet. Et je me suis souvenu. Je me suis souvenu exactement de la dispute qu'elle décrivait. C'était en janvier, quand j'avais trouvé des messages suspects sur son téléphone et que j'avais questionné. Elle avait fait exactement ce que Tyler avait dit. Elle avait pleuré, m'avait traité de méfiant, avait dit qu'elle était blessée parce que je ne lui faisais pas confiance après tant de temps ensemble. Et moi, comme l'idiot prévisible que j'étais, j'avais demandé pardon et promis de ne plus jamais douter d'elle. Jésus-Christ, murmurai-je, passant la main sur mon visage. Elle me voyait vraiment comme un clown. Aline posa le portable sur la table. Frank, il y a quelque chose de pire. Tu te souviens de ton accident? Je me souviens de me réveiller à l'hôpital. Pourquoi? Tyler m'a dit qu'ils étaient ensemble la nuit de ton accident. Dans une boîte. Bérénice a reçu l'appel de l'hôpital et... elle a ri. Mon sang s'est glacé. Elle a quoi? Tyler a dit qu'elle a ri et a dit, problème résolu. Maintenant je peux rompre sans avoir l'air d'être la méchante de l'histoire. Ils ont célébré la nouvelle, Frank. Ils ont trinqué au champagne. Le monde a arrêté de tourner. Ma vision s'est troublée. Je me suis senti comme si quelqu'un avait enfoncé un couteau dans ma poitrine et l'avait tordue. Elle avait ri. Quand elle avait su que j'avais failli mourir, elle avait ri et célébré parce que cela facilitait ses plans pour me jeter. Frank? Frank, tu vas bien? J'entendis Aline parler, mais sa voix semblait lointaine. Je n'arrivais pas à respirer correctement. La poitrine était serrée. Les mains tremblaient. Bérénice avait célébré mon accident. Elle avait utilisé ma souffrance, ma vulnérabilité, comme une opportunité pour se débarrasser de moi sans assumer la culpabilité. Et après avoir célébré, elle avait eu l'audace de poster ses photos avec Tyler. De m'humilier publiquement. De faire croire à tout le monde que j'étais un petit ami horrible qui méritait d'être remplacé. Respire, Frank. Respire profondément, disait Aline, mais j'arrivais à peine à l'entendre. Toute cette mise en scène à ma porte. Toutes ces larmes. Tous ces messages désespérés. C'était tout du théâtre. De la performance. Elle n'était pas désolée de m'avoir trahi. Elle était irritée d'avoir été exposée avant de pouvoir exécuter son plan parfaitement. Je dois sortir d'ici, réussis-je à dire finalement. Aline a insisté pour m'accompagner jusque chez moi. Sur le trajet,
elle a continué à me montrer plus de messages. Comment Bérénice et Tyler riaient de mes cadeaux pour elle. Comment ils faisaient l'amour dans notre appartement quand j'étais au travail. Comment elle gardait les choses que je lui donnais en cadeau juste pour ne pas éveiller les soupçons, mais en réalité elle trouvait tout ringard et sans goût. Quand nous sommes arrivés chez moi, je me sentais complètement dévasté. Ce n'était plus à propos de trahison. C'était à propos de découvrir que j'avais passé 4 ans de ma vie à aimer une parfaite inconnue. Une personne capable de rire du malheur d'autrui. Une personne capable d'utiliser la souffrance de quelqu'un comme une opportunité personnelle. Pourquoi tu me montres ça, demandai-je à Aline pendant que nous nous asseyions dans le salon. Parce que tu as besoin de savoir qui elle est vraiment, répondit-elle. Pour que tu ne doutes plus jamais de toi-même quand tu te souviendras de ce qu'elle a fait. Pour que tu ne te demandes plus jamais si tu as été trop dur avec elle ou si tu aurais dû lui donner une autre chance. Elle avait raison. Une partie de moi, une partie idiote et masochiste, se demandait encore parfois si je n'étais pas injuste. Si peut-être Bérénice était vraiment repentante. Si peut-être j'aurais dû essayer de pardonner. Maintenant je savais. Il n'y avait rien à pardonner parce qu'il n'y avait pas de vrai repentir. Il n'y avait que de l'irritation d'avoir été prise avant de pouvoir exécuter son plan parfaitement. Aline, dis-je finalement, merci de m'avoir montré ça. Je sais que ça a dû être difficile pour toi aussi. Elle hocha la tête. Tyler me montrait ses conversations comme si c'était drôle. Comme si vous étiez tous les deux des personnages d'une comédie que seul eux comprenaient. Je me sentais dégoûté rien qu'en lisant, mais à l'époque je pensais que c'était de la jalousie. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Deux survivants du même naufrage, essayant de comprendre comment des personnes qui disaient nous aimer avaient pu être si cruelles. Tu sais ce qui me révolte le plus, dis-je finalement. C'est qu'ils pensent probablement qu'ils sont les victimes de l'histoire. Que nous sommes les ex à Margot qui n'arrivent pas à accepter qu'ils ont trouvé le vrai amour. Aline rit amèrement. Tyler a déjà posté un texte sur Facebook sur « Surmonter les relations toxiques et trouver quelqu'un qui te valorise vraiment ». Comme si nous étions les abusifs de l'histoire. L'inversion de la réalité était si absurde qu'elle en devenait impressionnante. Ils nous avaient trahis, manipulés, humiliés publiquement, et arrivaient encore à se transformer en héros de leur propre récit. Ils avaient réussi à faire croire à nos amis communs qu'ils étaient juste deux âmes sœurs qui s'étaient trouvées au milieu de relations malheureuses. Franck, dit Aline, se tournant pour me regarder en face, je veux que tu me promettes quelque chose. Quoi? Promets que tu ne te questionneras plus jamais si tu étais assez bien pour elle. Promets que tu ne te demanderas plus jamais ce que tu aurais pu faire différemment. Parce qu'après tout ce que tu as vu aujourd'hui, tu sais qu'il n'y avait rien que tu aurais pu faire. Elle avait déjà décidé que tu ne valais rien avant même de te connaître vraiment. Le problème n'a jamais été toi. Je la regardai et vis ma propre souffrance reflétée dans ses yeux. Je vis la même confusion, la même sensation d'avoir été complètement trompé par quelqu'un en qui je faisais aveuglément confiance. Je vis le même besoin désespéré de comprendre comment nous avions été si naïfs. Je promets, dis-je, et pour la première fois en des mois, je sentis que c'était une promesse que j'arriverais à tenir. Aline resta tard cette nuit-là. Nous parlâmes de tout, de comment nous étions avant eux, des rêves que nous avions abandonnés, des personnes que nous étions avant. C'était étrange, mais libérateur, de parler avec quelqu'un qui comprenait exactement ce que je traversais. Je n'avais pas besoin d'expliquer la sensation d'avoir été complètement trompé. Elle savait. Quand elle partit, je me sentais différent. Plus léger, d'une certaine façon. Non pas parce que la douleur avait disparu, ça faisait encore mal, et beaucoup. Mais maintenant je savais que la douleur avait un but clair. Ce n'était pas de l'auto-apitoiement ou de la nostalgie. C'était de la colère justifiée. C'était le deuil du temps perdu, de la confiance brisée, de la personne que j'étais avant qu'elle commence à me déconstruire systématiquement. Les jours suivants, je commençais à faire des choses que je ne faisais plus depuis des années. J'appelais des amis avec qui j'avais perdu contact parce que Bérénice ne se sentait pas bien quand j'avais des plans sociaux. Je retournais jouer de la guitare, quelque chose que j'avais abandonné parce qu'elle disait que le son la dérangeait. Je m'inscrivis à un cours de cuisine italienne, parce que j'avais toujours voulu apprendre, mais elle trouvait ça perte de temps et d'argent. Chaque petite reconstruction de mon identité était comme récupérer un morceau volé de moi-même. Et avec chaque morceau récupéré, la colère se transformait en quelque chose de plus puissant, la détermination. Ce fut Samuel qui apporta la nouvelle qui changerait tout. Franck, dit-il un jeudi, avec cette expression que je connaissais bien, la même que quand il m'avait parlé des alliances. Tu dois voir quelque chose. Il me montra son portable. C'était un post sur LinkedIn de Tyler. Une photo de lui en costume, souriant à l'appareil, avec la légende, heureux d'annoncer que j'assume le poste de directeur marketing chez TechFlow Solutions. Reconnaissant pour cette opportunité incroyable et j'ai hâte de contribuer à l'innovation dans cette entreprise leader. TechFlow Solutions. Le nom m'était familier, mais je n'arrivais pas à me souvenir d'où.
Franck, dit Samuel lentement, ce n'est pas l'entreprise où tu devais passer un entretien la semaine de ton accident. Et là je me suis souvenu. 2 semaines avant l'accident, j'avais un entretien prévu chez TechFlow Solutions pour un poste de directeur de développement. C'était une opportunité incroyable, exactement le type de poste que je cherchais depuis des mois. Mais l'accident était arrivé, et évidemment j'avais dû annuler. Tu penses que, commençai-je à dire, mais je n'arrivais pas à finir la phrase. Samuel hocha lentement la tête. Mec, ça ne peut pas être une coïncidence. Nous passâmes l'heure suivante à enquêter en ligne. TechFlow Solutions était une entreprise en croissance accélérée, avec plusieurs projets intéressants. Et Tyler, qui à ma connaissance travaillait dans une agence de pub médiocre, avait soudain décroché un poste de directeur dans une entreprise tech. Sans expérience pertinente dans le domaine. Il savait pour ton entretien, dit Samuel finalement. Bérénice savait, et elle lui a dit. La réalisation me frappa comme la foudre. Bérénice avait toujours su mes plans professionnels. Toujours. Et si elle transmettait des informations à Tyler depuis des mois, il aurait su pour mon entretien chez TechFlow. Il aurait su que je serais hors jeu à cause de l'accident. Il aurait su exactement quand postuler pour profiter de l'opportunité qui aurait dû être mienne. Mais j'avais besoin de plus que des soupçons. J'avais besoin de preuves. J'appelai mon ex-collègue Marina, qui travaillait maintenant dans une entreprise de recrutement. Je lui racontai la situation, en omettant évidemment les détails les plus personnels, et demandai si elle pouvait découvrir quand Tyler avait postulé pour le poste chez TechFlow. Laisse-moi voir ce que je peux découvrir, dit-elle. Le marché des RH est petit, tout le monde se connaît. Marina me rappela le lendemain. Franck, tu ne vas pas le croire. Tyler a postulé pour ce poste le jour exact de ton accident. Littéralement le même jour. Sa candidature est arrivée quelques heures après que TechFlow ait reçu l'appel de l'hôpital annulant ton entretien. Mon sang bouillait. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas une coïncidence. Ils avaient littéralement utilisé mon accident, ma tragédie, ma vulnérabilité, pour voler des opportunités qui m'appartenaient de droit. Marina, tu peux découvrir comment il a décroché le poste? Quelle expérience il prétendait avoir? Je peux essayer. Mais Franck, tu n'es pas en train de planifier quelque chose de stupide? Non, mentis-je. Je veux juste comprendre comment c'est arrivé. En réalité, je commençais à former un plan. Un plan que l'ancienne version de moi, le Franck qui essayait toujours de faire la bonne chose, qui assumait toujours la faute, qui donnait toujours le bénéfice du doute, n'aurait jamais considéré. Mais l'ancienne version de moi était morte dans ce lit d'hôpital. Elle avait été assassinée par la cruauté calculée de la femme que j'aimais et de l'homme qu'elle avait choisi à ma place. Marina me rappela 2 jours plus tard. Franck, j'ai les informations. Mais tu dois promettre que tu ne vas rien faire d'impulsif avec ça. Je promets. Tyler a menti sur son CV. Complètement. Il prétendait avoir 3 ans d'expérience en marketing digital dans une entreprise qui n'existe même plus. Il disait avoir dirigé des campagnes pour des clients que je sais n'avoir jamais été client de cette agence. Et le plus intéressant, il t'a utilisé comme référence professionnelle, mais a donné un faux numéro de téléphone. Il m'a utilisé comme référence? Oui. Il a dit que vous aviez travaillé ensemble sur un projet freelance. Évidemment, quand TechFlow a appelé le numéro, quelqu'un, probablement Bérénice, a fait semblant d'être toi et lui a donné une référence élogieuse. L'audace était impressionnante. Ils n'avaient pas seulement volé mon opportunité, ils avaient utilisé mon propre nom pour l'obtenir. Marina, tu as encore des contacts chez TechFlow? Oui. Pourquoi? Tu pourrais. Discrètement. Leur faire savoir les mensonges dans le CV de Tyler? Il y eut une longue pause. Franck, si je fais ça, il pourrait être viré. Je sais. Une autre pause. Laisse-moi réfléchir, ok? Je raccrochai et regardai le portable. Une partie de moi se sentait mal de considérer ruiner la carrière de Tyler. Mais alors je me souvins de lui célébrant mon accident. Je me souvins de lui volant mon opportunité de travail. Je me souvins de lui riant pendant que je souffrais dans un lit d'hôpital. La culpabilité s'évapora. Cette nuit-là, Aline m'appela. Franck, je dois te dire quelque chose. J'ai reçu un message de Bérénice aujourd'hui. Mon estomac se contracta. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle veut me rencontrer. Elle dit qu'elle doit éclaircir certaines choses sur toi. Qu'elle a des informations que je devrais connaître avant de m'impliquer avec toi. T'impliquer? Elle pense qu'on sort ensemble. Et apparemment, elle veut m'avertir de ton côté possessif et manipulateur. L'hypocrisie était si absurde que j'ai presque ri. La femme qui avait passé des mois à me manipuler, à me faire du gaslighting, à m'isoler des amis et de la famille, voulait avertir quelqu'un d'autre de mon côté manipulateur.
qu'est-ce que tu vas faire, demandai-je. Je vais la rencontrer, dit Aline, et il y avait quelque chose dans sa voix que je n'arrivais pas à identifier. Je pense qu'il est temps que certaines vérités sortent. Aline, tu es sûre? Elle peut. Peut quoi? Me manipuler comme elle t'a manipulé? Franck, je sais exactement qui elle est maintenant. Et après tout ce qu'elle t'a fait, à nous deux. Je pense qu'elle mérite d'entendre certaines choses. Elle se donnait rendez-vous le week-end, dans le même café où Aline m'avait montré les messages. Elle me raconta les détails après. Bérénice arriva ponctuellement, habillée comme pour un rendez-vous important. Cheveux parfaits, maquillage impeccable, ce sourire faux que je connaissais si bien. Elle s'assit avec cette posture qu'elle prenait quand elle voulait paraître supérieure, dos droit, menton levé, comme si elle faisait une faveur rien qu'en étant là. Aline, commença-t-elle, je sais que ça peut paraître étrange, mais je sens que je dois te parler. En tant que femme, tu sais. On doit se soutenir. Aline la laissa parler. Bérénice tissa un récit élaboré sur comment j'étais contrôleur, jaloux, émotionnellement instable. Comment elle avait essayé de m'aider pendant des années, mais je la blâmais toujours pour mes propres problèmes. Comment l'accident avait été la goutte qui a fait déborder le vase, parce que j'avais utilisé ma condition pour la faire se sentir coupable d'avoir besoin d'espace. Il t'a parlé de son accident, demanda Bérénice, se penchant en avant comme si elle allait partager un secret terrible. Il m'en a parlé. Et il t'a dit comment il m'a blâmé de ne pas être à l'hôpital? Comment il a dit que si je l'aimais vraiment, j'aurais tout laissé tomber pour rester à ses côtés? Aline, il a failli me faire une dépression nerveuse avec la culpabilité qu'il a essayé de m'imposer. Aline écouta seulement. Elle laissa Bérénice creuser sa propre tombe avec chaque mensonge, chaque distorsion de la réalité. Écoute, continua Bérénice, je sais que vous vous rapprochez, et je ne veux pas te voir passer par ce que j'ai vécu. Franck peut paraître doux au début, mais il va essayer de t'isoler de tes amis, te faire dépendre émotionnellement de lui, te blâmer pour tous les problèmes de sa vie. Ce fut là qu'Aline décida qu'elle en avait assez entendu. Bérénice, dit-elle calmement, tu es en train de décrire exactement ce que toi tu lui as fait. Le visage de Bérénice changea instantanément. Le faux sourire disparut. Comment ça? Je sais pour toi et Tyler. Je sais depuis combien de temps vous vous voyez. Je sais que vous avez ri quand vous avez appris l'accident de Franck. Je sais que tu as utilisé son accident pour avoir de la sympathie pendant que tu planifiais ta fuite avec un autre homme. Bérénice pâlit. Ce n'est pas vrai. Qui t'a dit ces mensonges? Tyler m'a montré vos conversations. Toutes? Il y eut un moment de silence total. Aline me dit qu'elle put voir Bérénice traiter l'information, calculer, essayant de découvrir combien Aline savait vraiment. Aline, Tyler était fâché contre moi. Il peut avoir déformé les choses. Bérénice, j'ai vu les messages. J'ai vu les mots qui sont sortis de tes doigts. Je t'ai vu planifier comment tu allais manipuler Franck pour qu'il se sente fou de se méfier de toi. Je t'ai vu rire de son accident. Je t'ai vu appeler les cadeaux qu'il te donnait ringards. Je t'ai vu toi et Tyler coucher ensemble dans l'appartement que vous partagiez pendant qu'il travaillait pour vous faire vivre tous les deux. Avec chaque révélation, le visage de Bérénice devenait plus rouge. Pas de honte, de colère. Colère d'avoir été exposée. Tu ne comprends pas, dit-elle finalement, la voix tremblante. Franck est. Il n'est pas ce qu'il semble. Il est manipulateur, il. Arrête, l'interrompit Aline. Juste arrête. Je suis venu ici en pensant que tu allais essayer de me manipuler, mais je n'imaginais pas que ce serait si pathétique. Tu crois vraiment à tes propres mensonges, n'est-ce pas? Tu t'es vraiment convaincu que tu es la victime de l'histoire. Bérénice se leva brusquement, renversant presque la chaise. Tu ne sais rien. Quand il montrera qui il est vraiment, quand il te détruira comme il a détruit notre relation, souviens-toi de cette conversation. Votre relation, Aline rit. Bérénice, vous n'aviez pas de relation depuis des mois. Vous aviez une situation où il te faisait vivre pendant que tu le trompais dans son dos et planifiais ta fuite. Ce n'est pas une relation. C'est du parasitisme. Bérénice partit sans rien dire de plus. Mais avant de s'en aller, elle se retourna une dernière fois. Il va te faire mal, dit-elle. Et quand ça arrivera, ne viens pas me chercher. Aline me raconta tout au téléphone le soir même. Elle dit que Bérénice semblait genuinement convaincue qu'elle était la victime, que j'étais le monstre, qu'elle avait échappé à une relation abusive. C'est effrayant, dit Aline. Comment quelqu'un peut-il distordre autant la réalité dans sa propre tête? C'est un mécanisme de défense, répondis-je, me souvenant des mots de ma thérapeute. Plus facile de réécrire l'histoire que d'assumer la responsabilité de ses propres actes. Mais quelque chose que Bérénice avait dit continuait de résonner dans ma tête, quand il te détruira comme il a détruit notre relation. Comme si j'étais responsable de la fin de notre relation.
Comme si j'avais choisi d'être trahi. Comme si j'avais demandé à être manipulé et humilié publiquement. Ce fut à ce moment que je décidai que me reconstruire ne suffisait pas. Que suivre ma route ne suffisait pas. Certaines personnes doivent affronter les conséquences de leurs actes. Et si l'univers n'allait pas livrer ses conséquences, peut-être que je devais aider un peu. Marina m'appela le lundi suivant. Franck, j'ai parlé avec mon ami chez TechFlow. Discrètement, évidemment. Elle va découvrir les incohérences dans le CV de Tyler lors d'une vérification de routine. Ça devrait arriver cette semaine. Merci, Marina. Vraiment. Promets-moi juste une chose, quand ce sera fini, tu vas vraiment aller de l'avant. Tu ne vas pas rester obsédé par la vengeance. Je promis, mais nous savions tous les deux qu'il restait encore des choses à résoudre. Tyler fut viré le mercredi. La nouvelle m'arriva par Samuel, qu'il avait appris par un ami commun. Apparemment, quand TechFlow découvrit les mensonges dans le CV, ils menèrent une enquête plus approfondie. Ils découvrirent que Tyler avait utilisé de fausses références dans des emplois précédents aussi. Ils découvrirent un pattern de malhonnêteté qui allait au-delà de cette situation spécifique. Il ne fut pas seulement viré mais mis sur une liste noire informelle du marché marketing de la ville. Personne n'allait l'embaucher de sitôt. Je ressentis une satisfaction étrange en l'apprenant. Ce n'était pas exactement du bonheur, c'était de la justice. Tyler affrontait finalement les conséquences de ses actes. Pas seulement pour avoir volé mon opportunité, mais pour des années de malhonnêteté professionnelle. Mais je n'avais pas fini. Je me souvins de mon journal, des pages et pages documentant ma propre déconstruction. Je me souvins de comment Bérénice m'avait systématiquement fait questionner ma propre sanité mentale. Je me souvins de comment elle avait utilisé ma vulnérabilité, ma confiance, ma capacité d'aimer, comme des armes contre moi. Elle voulait me peindre comme le méchant de l'histoire. Elle voulait répandre des mensonges sur moi à quiconque voulait écouter. Elle voulait réécrire notre histoire pour qu'elle en sorte comme l'héroïne qui avait échappé à une relation toxique. Je décidai qu'il était temps de raconter ma version de l'histoire. Je passai le week-end à écrire. Ce ne fut pas un défouloir rageur ou une lettre d'amour non réciproque. Ce fut un récit factuel, chronologique, documenté, de ce qui s'était passé. J'incluais des captures d'écran des conversations qu'Aline m'avait montrées, avec sa permission. J'incluais des détails sur le timing suspect de la candidature de Tyler pour mon poste. J'incluais la chronologie montrant comment Bérénice avait célébré mon accident tout en faisant publiquement semblant d'être inquiète. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la vérité. Il s'agissait de garantir que si Bérénice continuait à répandre des mensonges sur moi, les gens connaîtraient les faits réels. Je publiais sur mon blog personnel, quelque chose que j'avais depuis des années mais utilisé rarement. Je ne mentionnais pas les noms complets, mais toute personne qui nous connaissait saurait de qui je parlais. Je terminais le post avec une réflexion sur la manipulation émotionnelle, sur comment reconnaître les signes, sur comment les abuseurs émotionnels arrivent souvent à se faire passer pour des victimes. Je partageais le lien avec quelques amis proches. Je leur demandais de le partager seulement s'ils pensaient que d'autres personnes bénéficieraient de l'information. Le post devint viral. En 2 jours, il avait été partagé des centaines de fois. Des gens qui connaissaient notre situation commencèrent à commenter, beaucoup racontant leurs propres histoires similaires. Certaines amies de Bérénice, qui m'avaient toujours traité avec indifférence, commencèrent à m'envoyer des messages privés s'excusant. Une de ses amies, Carla, m'appela en pleurant. Elle dit qu'après avoir lu mon post, elle avait reconnu des patterns dans sa propre relation. Elle dit que son petit ami lui faisait les mêmes choses que Bérénice me faisait, la manipulation subtile, le gaslighting, l'isolement déguisé en amour. Franck, je pensais que tu étais possessif parce que c'est ce qu'elle disait toujours. Mais maintenant je vois qu'elle décrivait son propre comportement et te l'attribuait. D'autres personnes commencèrent à me raconter des histoires sur Bérénice que je n'avais jamais entendues. Comment elle parlait mal de moi quand je n'étais pas là. Comment elle flirtait avec d'autres hommes au fait. Comment elle trouvait toujours un moyen d'être le centre d'attention, même lors d'événements qui n'étaient pas sur elle. Le pire fut de découvrir que plusieurs personnes savaient pour Tyler depuis des mois, mais personne ne me l'avait dit parce que Bérénice avait créé un récit où j'étais instable, jaloux, et que dire la vérité ne ferait que me faire du mal. Elle nous a convaincus qu'on te protégeait, m'expliqua une collègue de travail. Elle disait que si tu savais pour Tyler, tu pourrais faire quelque chose de dangereux. Bérénice avait manipulé non seulement moi, mais tout notre réseau social. Elle avait créé une version de moi qui justifiait de garder des secrets, qui justifiait de me traiter comme si j'étais une bombe à retardement prête à exploser. Le poste arriva jusqu'à Bérénice, évidemment. Elle m'appela au milieu de la nuit, hystérique. « Comment tu as pu me faire ça ?» cria-t-elle au téléphone. « Comment tu as pu exposer notre vie privée à tout le monde ? Tu m'as détruite. Tu as détruit ma réputation. » Bérénice, dis-je calmement, j'ai juste dit la vérité. La vérité ?
Tu as tout déformé. Tu m'as fait passer pour un monstre. Je ne t'ai pas fait passer pour quoi que ce soit. J'ai documenté ce qui s'est passé. Tu mens. Tu inventes des choses. Tyler n'a jamais dit qu'il avait ri de ton accident. Aline a les captures, Bérénice. Tout est documenté. Il y eut un silence de l'autre côté. Puis elle commença à pleurer. Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai aimé. J'ai essayé de faire marcher les choses. Tu ne peux pas me détester autant. Et pour la première fois, j'entendis quelque chose dans sa voix qui aurait pu être du repentir genuin. Ou peut-être était-ce juste du désespoir d'avoir été exposé. Bérénice, je ne te déteste pas, dis-je honnêtement. Mais je ne vais pas non plus te laisser réécrire notre histoire. Je ne vais pas te laisser répandre des mensonges sur moi pendant que tu construis ta nouvelle vie basée sur la destruction de la mienne. Je n'ai jamais dit de mensonges sur toi. Tu as dit à Aline que j'étais contrôleur et manipulateur. Tu as dit que j'avais utilisé mon accident pour te manipuler. Ce sont des mensonges, et tu le sais. Plus de silence. Puis, d'une petite voix, j'étais en colère. Les gens disent des choses quand ils sont en colère. Les gens disent des vérités quand ils sont en colère, Bérénice. La colère enlève les filtres, elle ne crée pas de mensonges. Elle raccrocha sans rien dire de plus. Dans les jours suivants, certaines personnes essayèrent de me convaincre que j'étais allé trop loin. Que tout exposé publiquement avait été cruel. Que j'aurais dû être l'homme le plus grand et simplement aller de l'avant. Mais je ne regrettais pas. Pendant des années, j'avais laissé Bérénice contrôler le récit. Je l'avais laissé me définir, me diminuer, me transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Je l'avais laissé utiliser ma capacité d'aimer comme une arme contre moi. Plus jamais. Tyler essaya de me joindre quelques semaines plus tard. Il envoya un long message, demandant qu'on parle d'homme à homme. Il disait qu'il voulait clarifier certains malentendus et que peut-être nous pourrions résoudre ça comme des adultes. Je répondis avec un seul mot, non. Il insista, envoyant plus de messages. Il dit que j'étais immature. Qu'il comprenait ma colère, mais que tout le monde fait des erreurs. Que Bérénice était détruite par ce que j'avais fait. Je bloquai son numéro. Des mois passèrent. Ma jambe guérit complètement. Je retournai au travail, cette fois dans une entreprise encore meilleure que TechFlow, une opportunité qui survint après que plusieurs personnes eurent lu mon post et furent impressionnées par ma résilience et mon honnêteté. Bérénice et Tyler se séparèrent. Je l'appris par Samuel, qui l'apprit par un ami commun. Apparemment, après que Tyler perdit son emploi et n'arriva pas à en trouver un autre rapidement, Bérénice commença à le voir différemment. Sans la stabilité financière et le statut professionnel, Tyler n'était plus si attirant pour elle. Ils eurent quelques disputes épiques. Tyler découvrit que Bérénice conversait avec d'autres hommes en ligne, juste comme amie, disait-elle. Mais il reconnut le pattern, après tout, il avait été complice quand elle me faisait la même chose. La dernière dispute fut quand Tyler trouva des messages entre Bérénice et un ex-collègue de travail. Des conversations qui sonnaient très familières pour quiconque connaissait son modus operandi. Des plaintes sur comment Tyler était paresseux, sans ambition, maintenant qu'il était au chômage. Des comparaisons avec d'autres hommes qui étaient plus prospères. Tyler confronta Bérénice, et elle fit exactement ce qu'elle m'avait fait des années auparavant, elle pleura, dit qu'il était paranoïaque, que c'était juste des amis, qu'il ne lui faisait pas confiance. Mais Tyler n'était pas moi. Tyler savait exactement de quoi elle était capable parce qu'il avait participé quand elle me faisait ça. Il ne crut pas à son histoire. Ils se séparèrent dans une dispute laide. Tyler retourna chez ses parents. Bérénice resta seule dans l'appartement qu'ils partageaient, le même appartement où elle m'avait trahi avec lui. Ironiquement, Tyler me chercha pendant cette période. Pas pour s'excuser ou pour résoudre les choses. Il voulait une validation. Il voulait que je confirme que Bérénice était vraiment manipulatrice, qu'il n'était pas fou, que les red flags qu'il voyait étaient réels. Je ne répondis pas. Ce n'était pas ma responsabilité d'éduquer l'homme qui avait participé à ma destruction. S'il voulait apprendre le vrai caractère de la femme avec qui il m'avait trahi, il pourrait le découvrir par lui-même. Aline et moi restâmes amis. Ça ne devint jamais romantique entre nous, nous avions tous les deux besoin de temps pour guérir, mais elle devint une des personnes les plus importantes de ma vie. Quelqu'un qui comprenait vraiment ce que j'avais traversé. Quelqu'un qui ne questionnait pas ma version des faits ou ne suggérait pas que je, peut-être exagérais. Elle me raconta que Bérénice avait essayé de la joindre plusieurs fois après la séparation avec Tyler. Elle voulait s'excuser et expliquer sa version de l'histoire. Aline ne lui donna pas l'ouverture. Certaines personnes, me dit-elle, ne méritent pas de seconde chance. Surtout quand elle utilise ses chances seulement pour continuer à mentir. 1 an après l'accident, j'étais complètement différent. Plus fort, plus sûr de moi, plus conscient de ma propre valeur.
J'avais récupéré non seulement ma santé physique, mais mon identité. J'avais remémoré qui j'étais avant que Bérénice commence à me déconstruire. Je recommençais à sortir avec des femmes. Rien de sérieux au début, juste des rendez-vous occasionnels, apprenant à faire confiance à nouveau, apprenant à reconnaître les signes sains versus les signes problématiques dans les relations. Et puis je rencontrai Elena. Elena était psychologue, elle travaillait avec des victimes de violences domestiques. Elle comprit mon histoire immédiatement, sans jugement, sans suggérer que je devrais aller de l'avant ou oublier le passé. Elle comprenait que guérir n'est pas linéaire, que le trauma laisse des marques, que reconnaître et nommer la manipulation est une partie essentielle de la récupération. Ce que tu as vécu, me dit-elle lors d'une de nos premières conversations sérieuses, était de l'abus psychologique. Le fait que ce n'ait pas été physique ne le rend pas moins réel ou moins traumatisant. Pour la première fois, quelqu'un validait complètement mon expérience. Ne minimisez pas, ne relativisez pas, ne suggérez pas que les deux côtés avaient tort. Elena m'aida à comprendre des patterns que je n'avais pas perçus seul. Comment Bérénice utilisait le renforcement intermittent, alternant entre affection excessive et froideur calculée, pour me garder émotionnellement dépendant. Comment elle utilisait le gaslighting, me faisant questionner ma propre perception de la réalité. Comment elle utilisait l'isolement graduel, m'éloignant des amis et de la famille sans que je m'en aperçoive. Les abuseurs émotionnels, expliqua Elena, sont experts pour faire sentir à leurs victimes qu'elles sont folles, exagérées, problématiques. C'est une stratégie délibérée pour maintenir le contrôle. Avec Elena, j'appris ce qu'était une relation saine. Communication ouverte sans peur de représailles. Conflit qui se résolvait par la conversation, pas par la manipulation émotionnelle. Soutien mutuel aux rêves et ambitions de l'autre, au lieu de sabotage déguisé en soin. Elena ne me fit jamais sentir que j'étais trop intense ou collant. Quand j'exprimais de l'insécurité, quelque chose de naturel après ce que j'avais vécu avec Bérénice, elle répondait avec patience et réassurance, pas avec irritation ou punition. Un partenaire sain, me dit-elle, veut que tu te sentes en sécurité dans la relation. Il veut rassurer tes insécurités, pas les utiliser contre toi. 2 ans après l'accident, Elena et moi nous mariâmes dans une cérémonie petite, seulement famille et amis proches. Samuel fut mon témoin. Aline était là, rayonnante, avec son nouveau petit ami, un homme gentil qui la traitait comme elle le méritait. Pendant la préparation du mariage, il y eut un moment où je pensais à Bérénice. Pas avec nostalgie ou regret, mais avec une sorte de gratitude étrange. Si elle ne m'avait pas trahi, si elle ne m'avait pas humilié publiquement, si elle ne m'avait pas forcé à confronter qui j'étais vraiment. Je n'aurais jamais trouvé Elena. Je n'aurais jamais appris la différence entre l'amour véritable et la dépendance toxique. Bérénice, sans le savoir, m'avait rendu service en sortant de ma vie. J'appris par hasard qu'elle travaillait comme vendeuse dans un magasin de vêtements au centre commercial. Tyler avait déménagé dans une autre ville après avoir finalement trouvé un emploi, dans un poste bien inférieur à celui qu'il avait eu chez TechFlow, mais au moins c'était quelque chose. Ils ne gardaient pas contact. Bérénice avait essayé quelques relations après Tyler, mais aucune n'avait duré longtemps. Apparemment, une fois que ses partenaires la connaissaient mieux, les patterns manipulateurs devenaient évidents. Sans l'innocence que j'avais, sans la capacité d'ignorer les red flags que je démontrais, ces relations subséquentes se terminaient rapidement. Elle s'était créée une réputation. Les gens savaient qui elle était vraiment maintenant. Mon post avait tellement circulé que toute personne qui la cherchait en ligne trouvait l'histoire complète. Je ne ressentis pas de pitié. Je ressentis de la justice. Les conséquences existent, même quand elles tardent à arriver. Les personnes qui blessent d'autres personnes finissent par se retrouver seules, non pas parce que l'univers est juste, mais parce que le comportement toxique a une date d'expiration. Finalement, les masques tombent. Finalement, les patterns deviennent évidents. Finalement, les gens apprennent à reconnaître et éviter les manipulateurs. À mon 3e anniversaire de mariage avec Elena, je reçus un message inattendu. C'était de Bérénice. Franck, je sais que je n'ai pas le droit de te joindre après tout. Mais je voulais que tu saches que j'ai fait de la thérapie ces dernières années. J'ai compris beaucoup de choses sur moi-même. Sur ce que je t'ai fait. Je n'attends pas le pardon, mais je voulais m'excuser. Vraiment cette fois. Tu ne méritais rien de ce que tu as vécu. J'espère que tu es heureux. Je lus le message plusieurs fois. Une partie de moi voulait répondre. Une partie de moi voulait croire qu'elle avait vraiment changé, qu'elle avait grandi, qu'elle comprenait finalement l'impact de ses actions. Mais alors je me souvins de toutes les autres fois qu'elle avait changé. Toutes les larmes à ma porte. Toutes les promesses que ce serait différent. Toutes les manipulations déguisées en repentir. Je montrai le message à Elena. « Qu'est-ce que tu penses ?» demandai-je. Elena lut attentivement, puis me rendit le portable. Je pense qu'elle peut être sincère. Les gens peuvent changer, surtout avec une thérapie adéquate. Mais Franck, ça ne change rien de ce qu'elle a fait.
Et tu n'as aucune obligation de répondre ou de pardonner. Une partie de moi veut croire qu'elle a changé. Et c'est normal de sentir ça. Ça montre que tu n'es pas devenu cynique, que tu peux encore voir le potentiel de croissance chez les gens. Mais Franck. Elena prit ma main. Certaines blessures sont trop profondes. Certains comportements sont trop destructeurs. Même si elle a changé, et c'est un gros si, tu n'as pas besoin d'être le cobaye de sa nouvelle version. Elena avait raison. J'avais construit une vie nouvelle, saine, basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Je n'avais pas besoin de revisiter le passé, même si ce passé venait accompagné d'excuses qui semblaient sincères. Je supprimais le message sans répondre. Cette nuit-là, Elena et moi parlâmes du pardon. De comment notre culture presse souvent les victimes à pardonner leurs abuseurs, comme si le pardon était une obligation morale et non un choix personnel. Le pardon, m'expliqua Elena, n'est pas d'oublier ou de minimiser ce qui s'est passé. Et ce n'est définitivement pas de donner à nouveau accès à la personne qui t'a blessé. Le pardon, c'est de se libérer soi-même du poids de la colère. Et tu l'as déjà fait, Franck. Tu as continué, construit une nouvelle vie, trouvé le bonheur. C'est ça le pardon dans sa forme la plus pure. Elle avait raison. J'avais pardonné à Bérénice, non pas dans le sens de l'absoudre ou d'oublier ce qu'elle avait fait, mais dans le sens de ne pas permettre que ses actions continuent de contrôler ma vie. Le pardon avait été un processus long, qui avait impliqué de la thérapie, de la connaissance de soi, et principalement, la reconstruction de mon estime personnelle. 5 ans après l'accident, ma vie était méconnaissable comparée à ce qu'elle était pendant ma relation avec Bérénice. Elena et moi avions acheté une maison. J'avais été promu 2 fois dans l'entreprise où je travaillais. Nous avions un cercle social sain, basé sur des amitiés genuines et non sur du drame ou de la manipulation. Samuel continuait d'être mon meilleur ami, mais maintenant j'avais d'autres amis aussi, des personnes qui m'avaient connu après Bérénice, qui ne m'avaient jamais vu comme le Franck contrôleur qu'elle avait peint pour tout le monde. Aline s'était mariée avec ce petit ami gentil, et ils avaient déménagé dans une autre ville pour son travail. Nous gardions contact sporadiquement, mais notre amitié avait rempli son rôle. Nous étions des survivants qui s'étaient soutenus mutuellement pendant la guérison, mais nous n'avions plus besoin de cette fonction l'un pour l'autre. Tyler, j'appris par une connaissance, s'était marié aussi. Avec une femme qui, selon tous les contes, était bonne pour lui. Apparemment il avait appris quelques leçons de son expérience avec Bérénice. Nous ne saurions jamais s'il regrettait vraiment le rôle qu'il avait joué dans ma destruction, mais au moins il ne répétait pas les mêmes patterns. Et Bérénice? Les dernières nouvelles que j'eus indiquaient qu'elle était encore célibataire, luttant encore pour maintenir des relations durables. Il y avait des rumeurs qu'elle avait, en effet, fait de la thérapie et changé certains comportements. Mais les réputations sont difficiles à réparer, surtout quand elles ont été construites à travers des années de comportements constamment destructeurs. Je ne ressentais pas de satisfaction avec ça. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ne ressentais rien, en fait. Bérénice était devenue un personnage d'un chapitre fermé de ma vie, important pour mon parcours de croissance, mais plus pertinent pour qui j'étais maintenant. Un dimanche après-midi, Elena et moi étions dans le jardin de notre maison, elle lisant un livre et moi jouant de la guitare, quelque chose que je m'étais remis à faire religieusement après m'être libéré de l'influence de Bérénice. Notre chien, un golden retriever appelé Max, était allongé entre nous, profitant du soleil. « Franck, dit Elena soudain, tu penses encore à elle? » « À qui? » ?»« Bérénice. »« Tu penses encore à ce qui s'est passé? » J'arrêtai de jouer et pensais à la question. Parfois. Mais pas de la façon dont j'avais l'habitude de penser. Maintenant quand je me souviens, c'est plus comme une leçon de vie. Un rappel de red flags à éviter, de patterns à reconnaître. Et la colère? Tu ressens encore de la colère? Non, répondis-je honnêtement. La colère est partie il y a longtemps. Je pense qu'elle a été remplacée par de la gratitude? Elena leva un sourcil. De la gratitude? Oui. Gratitude d'être sortie de cette situation. Gratitude d'avoir appris à me valoriser. Gratitude de t'avoir trouvé. Je lui souris. Si Bérénice n'avait pas fait ce qu'elle a fait, si elle ne m'avait pas forcé à confronter qui j'étais vraiment, je n'aurais jamais grandi suffisamment pour te mériter. Elena sourit en retour, ce sourire genuin qui ne manquait jamais de me faire sentir chez moi. Tu as toujours mérité d'être traité avec amour et respect, Franck. La différence c'est que maintenant tu le sais. Je repris la guitare, une mélodie que j'avais composée récemment. Elle était joyeuse, pleine d'espoir, complètement différente des chansons mélancoliques que j'avais l'habitude de jouer pendant les mois après l'accident. À ce moment, entouré par la femme que j'aimais, par notre chien, par la vie que nous avions construite ensemble, je réalisais que la meilleure vengeance contre Bérénice n'avait pas été d'exposer ses mensonges publiquement ou de détruire sa relation avec Tyler. La meilleure vengeance avait été de bien vivre. Avait été de devenir la meilleure version de moi-même.
avait été de trouver le vrai bonheur. Bérénice avait essayé de me définir comme quelqu'un qui ne méritait pas l'amour. Elle avait essayé de me convaincre que j'étais le problème, que j'étais trop intense, trop collant, trop possessif. Elle avait essayé de me réduire à une caricature de petit ami toxique. Mais à la fin, tout ce qu'elle avait réussi à faire était de me forcer à découvrir qui j'étais vraiment. Et qui j'étais vraiment, découvris-je, était quelqu'un capable d'aimer profondément, de faire confiance genuinement, de construire des relations saines basées sur le respect mutuel. L'accident de voiture avait failli me tuer. Mais ce qui était venu après, la trahison, l'humiliation, la déconstruction systématique de mon estime personnelle, ça aurait pu me détruire complètement si je n'avais pas choisi de me battre. Et me battre n'avait pas signifié me venger de façon cruelle ou destructrice. Cela avait signifié refuser d'accepter le récit qu'elle avait créé sur moi. Cela avait signifié raconter ma propre histoire. Cela avait signifié me reconstruire d'une façon plus forte et plus sage qu'auparavant. Aujourd'hui, 7 ans après l'accident, quand je regarde en arrière, je vois ce moment comme le début de ma vraie vie. La vie avant Bérénice semble un brouillon. La vie avec Bérénice semble un cauchemar. Mais la vie après Bérénice? C'est la vie que j'aurais toujours dû avoir. Elena dit que parfois les pires choses qui nous arrivent sont aussi les meilleures, parce qu'elles nous forcent à grandir de façon qu'on ne grandirait jamais volontairement. Elle a raison. Bérénice m'a complètement brisé. Mais dans le processus de me reconstruire, j'ai découvert que j'étais plus fort que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai découvert que je méritais l'amour véritable. J'ai découvert que j'avais la capacité de reconnaître et valoriser les relations saines. Et à la fin, ça peut être l'ironie la plus douce de toute cette histoire, en essayant de me détruire, Bérénice m'a accidentellement libéré. M'a accidentellement préparé à trouver Elena. M'a accidentellement donné les outils pour construire la vie que j'avais toujours voulu, mais n'avais jamais su que je méritais. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de vivre une vie si bonne, si pleine, si genuinement heureuse, que la personne qui a essayé de vous détruire devient complètement irrelevante pour votre histoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bérénice était sortie de ma vie en essayant de me faire croire que je ne méritais pas l'amour. Mais tout ce qu'elle avait vraiment fait était de me libérer pour trouver l'amour véritable. À la fin des comptes, elle m'avait rendu le plus grand service de ma vie. Seulement ce n'était pas de la façon qu'elle avait prévu.